Nous accueillons aujourd'hui un homme politique français qui a eu le courage, lui, et on en a parlé hier, de démontrer son intérêt pour Solzhenitsyn. Il s'agit d'Hervé Mariton, ministre, député, maire de Cré, dans la Drôme, président du groupe d'amitié France-Russie. Alors, le titre exact, c'est Groupe d'amitié entre la Douma et l'Assemblée nationale. Monsieur Mariton. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et après les propos et les échanges très nourris et très savants auxquels nous venons d'assister. Mon témoignage et mes quelques réflexions seront modestes parce que je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre de Solzhenitsyn, je ne suis pas un spécialiste de sa vie, je ne suis pas un spécialiste de ses idées politiques, et cependant les organisateurs de ces rencontres m'ont invité pour que je vous dise un petit peu, non pas tant les raisons de mon intérêt pour Solzhenitsyn, je pense que ça c'est peut-être intéressant pour ma modeste personne, mais ça ne représente pas un sujet d'échange extraordinaire, mais en quoi Solzhenitsyn me paraît intéressant dans le débat politique et aussi dans le débat politique en France. Alors, je veux tout de même préciser le point à partir duquel je parle. Comme il a été dit, je préside à l'Assemblée nationale le groupe d'amitié avec la Russie. Et par ailleurs, dans la chronique des événements, j'ai en effet inauguré dans ma bonne ville de Cré, dans la Drôme, l'an dernier, au mois de juin, et M. Struve m'avait fait l'amitié d'être là, inauguré donc en présence de Natalia Solzhenitsina une place Solzhenitsyn, constatant, c'était une décision votée par le conseil municipal de Cré à la fin de l'année 2008, et je ne m'étais pas interrogé plus que cela sur le fait de savoir si d'autres l'avaient fait avant nous, mais j'ai découvert dans les jours qu'on suivit et vérifié depuis la difficulté qu'avaient un certain nombre d'autres collectivités en France dans leur relation avec Solzhenitsyn, puisqu'un vœu avait été voté en 2008 par le Conseil de Paris, que ce débat, après que quelques Parisiens se fussent émus que les choses se fissent à Cré, mais pas à Paris, a été relancé par un autre vœu en 2010, à l'été 2010 au Conseil de Paris, mais ce vœu a été retiré et, à ma connaissance, on a vérifié les choses hier, sauf à ce que ce soit déroulé dans la nuit, la ville de Paris n'a toujours pris aucune décision sur ce terrain. Et ayant par ailleurs une certaine amitié à l'égard de l'adjoint au maire de Paris chargé de la culture, Christophe Girard, j'ai cherché à le joindre hier, mais je ne l'ai pas eu, donc j'essaierai d'en savoir davantage bientôt. J'ai ce qui n'est pas très important, mais je veux le signaler ici, aussi un intérêt personnel qui est un peu lié au hasard du déroulement du temps. Il se trouve que quand j'étais au collège et au lycée, j'ai appris le russe et que j'ai été amené à composer en russe, comme on dit, en 1974, et c'était donc évidemment le moment de la publication de l'archipel du Goulag par Imka Press à Paris, et j'ai été très marqué par ce moment-là, et si je peux rajouter, sans être pédant, mais je pense que non pas exactement les hasards, mais les proximités dans le temps ou dans la géographie ont leur place. Il se trouve que j'étais à l'époque en première au lycée Louis-le-Grand, Imka Press, c'est rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, et bon, la proximité géographique, liée évidemment à l'intérêt à la matière, pouvait probablement exciter quelques curiosités. Moi, j'ai envie, plus au fond, de partager avec vous simplement quelques idées. Pour un homme politique, il est important de rappeler qu'Alexandre Solzhenitsyn était un homme de conviction et que son œuvre est une œuvre de conviction. Et que s'il ne se fait aucune illusion sur les compromis nécessaires de l'action politique, il appelle aussi, me semble-t-il, les hommes politiques à affirmer et à assurer des convictions. Je discutais avec des parlementaires britanniques. Fondamentalement, je m'intéresse, d'abord je
parle que deux langues, bien, mais je n'en parle que deux, le russe et l'anglais, donc j'investis pas mal là-dessus. Et je discutais avec des parlementaires britanniques à la fin de la semaine, et on avait une discussion qui tournait sur la place des principes et des convictions. Et les parlementaires britanniques qui étaient autour de la table, assez chenus, et insistaient beaucoup sur l'importance des principes et des convictions. Alors c'était plutôt des parlementaires travaillistes ou conservateurs pro-européens, et la discussion roulait sur le terrain de la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et je leur ai dit qu'en tout cas dans la situation politique française actuelle, je connaissais peu d'hommes politiques majeurs qui affirment avec beaucoup de force des principes et que le plus grand nombre, en tout cas de ceux dont la position est éminente et dont le destin est intense, j'en connais peu qui n'acceptent de tordre quelques principes pour permettre l'adaptation des convictions et ce qu'ils perçoivent être comme la demande des citoyens. Je suis en particulier frappé, et pour tout dire navré, par l'importance qu'a dans le débat politique français la notion du sentiment d'eux. On ne fait pas les choses au nom de ce que l'on pense vrai, c'est sans doute trop exigeant, mais en tout cas juste. On les fait au nom du sentiment que les citoyens peuvent en avoir, dans bien des domaines. Et je crois que Solzhenitsyn nous suggère une tension nécessaire avec la conviction. Ça ne veut pas dire ensuite que les choses soient blanches ou noires, mais en tout cas, il est important, même dans le compromis du politique, que cette tension soit affirmée. Mes interlocuteurs britanniques me rappelaient qu'au début de son ouvrage, Tony Blair développe pas mal cette idée de ce débat autour de la conviction pour, au fond, adhérer à l'idée de la flexibilité. Il est important pour moi de constater que Solzhenitsyn est au départ un scientifique. Alors, c'est d'autant important pour moi de le dire qu'on regarde toujours les choses par rapport à soi, un peu. Et étant scientifique de formation, il me plaît de voir la place, je parle sous le contrôle de gens plus savants que moi, mais je ne pense pas dire trop de bêtises, la place que les scientifiques ont pris dans le mouvement des idées de l'Union soviétique. Je ne sais pas quelles sont les explications socio-académiques de cela. J'ai toujours fait l'hypothèse que les scientifiques, dans leur formation intellectuelle, étaient éventuellement moins contraints, même si on peut avoir une vision idéologisée de la génétique, mais enfin, sur les mathématiques ou sur la physique fondamentale, la contrainte idéologique était probablement moins importante qu'elle ne l'était dans d'autres disciplines académiques. Et quand vous regardez de fait, non seulement d'ailleurs l'histoire des dissidents ou d'un certain nombre d'hommes de réflexion, mais même dans l'émergence des nouvelles élites post-soviétiques, y compris parmi ceux qui ont pu avoir les comportements les plus pénibles et d'une certaine manière les plus gras dans l'évolution post-soviétique, vous avez un assez grand nombre d'hommes ou de femmes ayant au départ un parcours scientifique.